Monde numérique. L'intelligence artificielle peut-elle remplacer un psychologue au point de devenir complice des pires pulsions meurtrières ? Des faits divers tragiques dernièrement qui révèlent un phénomène inquiétant. De plus en plus de gens se confient à des IA et ce n'est pas sans risque. On en parle cette semaine dans ce nouvel épisode de Monde numérique, l'hebdo. L'actu de la semaine, c'est aussi Google qui lance un spectaculaire système de traduction instantanée. Meta qui perd certains de ses super chercheurs en IA, pourtant recrutés récemment à prix d'or. Elon Musk qui attaque Apple et OpenAI en justice. Et GPT-5 qui résout des équations mathématiques en prenant des voies jamais explorées jusqu'à présent. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on va s'intéresser aux premières décisions de justice en matière de droit d'auteur et d'intelligence artificielle aux États-Unis. Et puis on va parler aussi d'Anthropic qui fait rentrer son chatbot Claude directement dans votre navigateur Internet. Dans la deuxième partie de cette émission, les interviews. On revient tout d'abord sur la polémique de l'été, la cabale des réseaux sociaux contre Luc Julia. Eh bien, vous entendrez le principal intéressé, interview exclusive. Luc Julia s'explique et répond à ses accusateurs. Enfin, un nouveau produit technologique français, un bloc-notes numérique pour écrire à la main. Je reçois le responsable de la société Paperslate qui lance sa toute première tablette. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 30 août 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Et voilà, c'est reparti pour Monde numérique, l'hebdo, après un petit break samedi dernier, des épisodes spécial été, tout au long de l'été, notamment pas mal de rediffusions qui ont d'ailleurs été très appréciées, si j'en crois les messages reçus, et puis les audiences aussi. Aujourd'hui, donc, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'hebdo. Monde numérique, c'est chaque samedi, 50 minutes de news, de talk, d'interviews consacrées au meilleur de la tech et plus d'une heure sans pub si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast ou Spotify. À noter ce week-end, le retour du grand débrief. 1 heure d'émission spéciale en audio et en vidéo avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. On passe plein de sujets en revue, dans la joie et la bonne humeur. En attendant, tout de suite, coup d'œil sur l'actu. ChatGPT peut-il remplacer un psy ? C'est la question qui se pose après un nouveau drame qui s'est produit il y a quelques mois aux États-Unis. Un jeune homme qui avait des penchants suicidaires est passé à l'acte. Il a mis fin à ses jours après avoir échangé longuement avec ChatGPT. Et le chatbot ne serait pas parvenu à le dissuader. Il l'aurait même peut-être plus ou moins encouragé. Sa famille vient donc de décider de porter plainte contre OpenAI. On va revenir sur cette affaire et sur d'autres faits divers du même genre tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. Mais je voulais commencer par ça parce que, évidemment, c'est un sujet qui pose plein de questions. C'est la question de la responsabilité des éditeurs de chatbots, c'est la question des sécurités éventuelles qui peuvent être ou qui ne peuvent pas être appliquées à des outils comme un chatbot d'intelligence artificielle. Et d'autant plus qu'il s'agit en réalité d'une vraie tendance. De plus en plus d'internautes se tournent vers ChatGPT ou d'autres chatbots d'IA pour se confier, échanger, quasiment comme s'il s'agissait de psychologues professionnels, parfois de simples amis, mais d'autres fois, quasiment de thérapeutes utilisés pour calmer leurs angoisses et pallier leur solitude. C'est évidemment l'assurance de trouver une oreille disponible jour et nuit, une réponse immédiate, un ton en général chaleureux. Ça peut apporter un véritable réconfort. Certains trouvent même que ChatGPT sait faire preuve de plus d'empathie qu'un véritable thérapeute. Mais bien sûr, ce n'est pas sans risque. Récemment, dans plusieurs médias, des spécialistes interrogés mettaient en garde contre les risques et contre face aux limites de cette espèce de miroir numérique artificiel. ChatGPT peut écouter, relancer des conversations, suggérer des attitudes à adopter, mais il ne sait pas tout, il ne comprend pas tout, il n'entend pas les silences, expliquent les psychologues professionnels, il ne capte pas
les gestes du corps, et il ne sait pas interpréter les regards, il ne réagit pas aux mots, aux émotions. Bref, il est quand même évidemment fortement limité. Même s'il peut t'aider à organiser ses pensées, il est incapable de bâtir une relation humaine qui est à la base de toute thérapie selon les spécialistes toujours. Alors parfois ça va trop loin, car une IA reste une IA, c'est-à-dire pas du tout une intelligence, mais un simple outil qui s'adapte à son utilisateur, avec des conséquences parfois tragiques. Bref, nous sommes peut-être à l'aube d'un véritable phénomène de société, et il reste maintenant à savoir comment on va y faire face et comment on va pouvoir régler ou pas ce problème afin d'éviter des drames en série. Google frappe fort cette semaine en matière d'intelligence artificielle, avec d'abord une nouvelle fonction de traduction automatique intégrée à Google Meet, vous savez, l'outil de visioconférence de Google. Un service qui avait été présenté lors de la conférence Google I/O en mai dernier, mais qui n'est disponible concrètement que depuis cette semaine, depuis jeudi. C'est donc un système qui permet de discuter via Google Meet avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue et pourtant de le comprendre à la perfection en temps réel. On avait déjà les sous-titres, ça existait déjà. Il suffisait de les activer dans Google Meet. Mais là, on parle bien de traduction audio, de doublage en réalité. Et c'est spectaculaire, visiblement, avec la voix de la personne qui parle, qui est imitée grâce à un système de clonage vocal. En fait, c'est comme une traduction à la télé ou dans une conférence internationale. On commence par entendre la personne dans sa langue, puis le niveau sonore diminue et c'est le doublage dans votre langue qui prend le dessus. Alors, je ne l'ai pas testé, pour être très franc, parce qu'il faut un abonnement Google AI à 22 € par mois que je n'ai pas. Mais, par exemple, mon camarade Christophe Seffrin de 20 minutes l'a testé, il raconte ça dans un papier, il a l'air complètement emballé. La fonctionnalité est disponible en anglais, en français, mais aussi en espagnol, en portugais et en italien pour l'instant. Voilà, traduction doublage en temps réel sur Google Meet. Un vieux Meet, c'est le cas de le dire. Je me souviens d'outils développés par Microsoft sur Skype quand ils avaient racheté Skype, mais bon, ça marchait moyennement. Autre nouveauté by AI, si on peut dire, signée Google cette semaine, et c'est encore en matière de traduction, il s'agit d'un service d'apprentissage des langues personnalisé grâce à l'IA. Un système vraiment pédagogique et sur mesure, avec des quiz, des conversations, des discussions orales, grâce à l'intelligence artificielle Gemini de Google. Donc vous définissez vos objectifs, etc. et il va créer des petites leçons pour vous apprendre à parler anglais ou allemand ou je ne sais quoi. Alors ça risque de faire mal à pas mal d'applications qui sont sur ce créneau, notamment on pense bien sûr au leader Duolingo. Ce service est disponible pour l'instant uniquement en version bêta, dans le sens anglais vers français, espagnol ou portugais, et dans l'autre sens, et pour l'instant il est gratuit. Toujours du côté de l'IA et des géants de l'IA, voilà que la super équipe de Mark Zuckerberg chez Meta, chargée de créer une super intelligence artificielle, connaît quelques turbulences. Quelques mois à peine après l'annonce en grande pompe de la création de ce laboratoire de Meta qui doit donc travailler sur une super IA générale ou généraliste. Et après le débauchage à prix d'or de spécialistes de l'IA qu'il a été allé piquer un peu partout, et notamment chez son concurrent OpenAI, eh bien voilà que certains ont décidé de quitter le navire aussi vite qu'ils étaient arrivés. 3 d'entre eux, en tout cas, ont annoncé qu'ils préféraient retourner vers d'autres aventures. Comme quoi, les rémunérations en dizaines ou centaines de millions de dollars, peut-être que ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, cela pourrait avoir un rapport avec un peu la philosophie du responsable de ce super labo, qui a été lui aussi recruté à prix d'or tout récemment, Alexander Wang, qui serait apparemment moins tourné vers la recherche ouverte, mais plus sur le développement de solutions propriétaires, ce qui ne serait pas du goût de tous les chercheurs en IA de Meta. En tout cas, cette affaire montre que la bataille de l'intelligence artificielle aux États-Unis continue de plus belle, une bataille de titans à coût de centaines de millions et de milliards de dollars, mais qui, par ailleurs, laisse de plus en plus planer l'ombre d'une possible bulle financière. Or, qui dit bulle dit possible éclatement, et ça, évidemment, ça pourrait faire beaucoup de casse dans la Silicon Valley et même au-delà. La bataille de l'IA se joue aussi sur le terrain judiciaire, avec Elon Musk,
qui avait brandi la menace et qui vient de passer à l'acte. La menace d'attaquer en justice Apple et OpenAI. Alors, il vient de porter plainte devant un tribunal fédéral du Texas. Pourquoi ? Parce qu'Elon Musk accuse ces entreprises, OpenAI et Apple, d'entraver la concurrence en favorisant ChatGPT au détriment de Grok, son IA à lui. En fait, Elon Musk conteste l'accord qui permet à Apple d'intégrer ChatGPT dans iOS, sur iPhone notamment pour améliorer Siri, et il se plaint que Grok serait favorisé par rapport à ChatGPT en termes de visibilité dans l'App Store d'Apple. En gros, l'application Grok remonterait moins facilement dans les résultats pour les téléchargements. Mais il y a quand même une question qui se pose, est-ce vraiment parce que les résultats seraient truqués ou simplement parce que Grok est bien moins populaire que ChatGPT ? La preuve, il y a quelque temps, l'IA chinoise DeepSeek et même aussi la française Mistral, enfin le chat de Mistral, qui avait bénéficié d'un gros coup de buzz mondial, avait momentanément détrôné ChatGPT dans l'App Store, ce qui contredirait pour le moins les accusations d'Elon Musk. Toujours à propos d'intelligence artificielle, et on va dire que c'est l'innovation de la semaine, GPT-5 aurait franchi une étape spectaculaire en matière de calcul mathématique. GPT-5, la dernière version du modèle GPT de OpenAI, aurait en effet résolu une équation mathématique d'une manière très particulière qui pourrait laisser penser qu'on serait à une sorte de tournant technologique. Alors, on a malgré tout assez peu de détails sur cette histoire. Ça se serait passé lors d'une démonstration publique au cours de laquelle un chercheur de Microsoft Research, Sébastien Boubec, aurait soumis une équation à GPT-5 et celui-ci l'aurait résolue en explorant des limites jamais atteintes par l'homme jusqu'à présent. En gros, il aurait fait mieux que tous les cerveaux humains qui se sont déjà penchés sur ce problème. Alors ne me demandez pas de détailler l'équation, j'en serais parfaitement incapable, mais le résultat serait, paraît-il, spectaculaire. En tout cas, si on en croit un post sur X d'une doctorante experte en intelligence artificielle, c'est un peu elle qui a révélé ça, et qui affirme carrément que nous sommes officiellement entrés dans l'ère où l'IA n'apprend pas seulement les mathématiques, mais elle les crée. L'affaire semble sérieuse, mais il faut quand même préciser qu'elle n'est pour l'instant appuyée par aucune publication scientifique officielle. C'est encore assez flou tout cela. En tout cas, si vous faites partie de ceux qui pensent que l'IA n'a pas fini de nous surprendre et qu'un jour elle saura produire et plus seulement reproduire ou s'inspirer fortement de choses déjà existantes, eh bien voilà une info qui devrait vous réjouir. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet, en dehors du cadre d'un navigateur. Il s'agit de Frogance, partenaire de Monde Numérique. Frogance permet de créer des sites légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogance est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogance fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogance, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogance, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Bonjour Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de te retrouver après une petite semaine de pause, mais surtout de savoir que maintenant tu es en formule complète. Ah, c'est reparti pour Monde Numérique, l'hebdo. Cette semaine, il y a un truc qui t'a marqué, qui a attiré ton attention, même chose de mon côté, et c'est cette histoire d'un jeune homme dont les parents maintenant poursuivent OpenAI parce que l'IA en tant que telle l'aurait incité à se suicider. Et ouais, ça s'est passé en Californie et c'est un jeune de 16 ans qui s'appelle Adam Rain et qui s'est donné la mort après avoir discuté pendant plusieurs mois avec ChatGPT et après avoir parlé de ses envies suicidaires. Et malheureusement, au lieu de le dissuader, en tout cas d'arriver à le dissuader,
ChatGPT l'aurait partiellement encouragé et il a fini par se pendre et il a fini par se donner la mort. Donc, les faits remontent à avril dernier, mais en effet, c'est au mois d'août que la famille a décidé de porter plainte contre OpenAI. C'est assez incroyable parce que les discussions duraient depuis longtemps. ChatGPT n'a pas réussi quelque part à empêcher ce drame. Oui, à stopper ou à retourner la situation et c'est le genre de réflexe qu'il a pas. Mais c'est pas la première histoire qu'on entend dans ce contexte-là où ChatGPT va donner des instructions ou inciter quelqu'un à commettre un geste qui va le mener à sa mort. Bah non, parce qu'il y avait eu une autre histoire, également, cet été, je pense que tu l'as vu passer comme moi. Là, c'est un vieux monsieur qui, il voulait remplacer le sel dans son alimentation, parce qu'il devait avoir de la tension. Il a demandé conseil à ChatGPT qui lui a conseillé de prendre à la place du bromure de sodium. Alors, je suis pas chimiste ni médecin, mais apparemment, c'est pas bon du tout parce qu'il a fini aux urgences, le pauvre monsieur. Alors, il n'est pas décédé, lui, hein, heureusement, mais il y a eu aussi d'autres histoires tragiques avant. C'était en 2024. C'était pas ChatGPT, mais rappelle-toi, avec Character AI, l'application qui permet de dialoguer avec des avatars. Il y avait un jeune homme de 14 ans qui s'était suicidé déjà en 2024 en Floride. Ouais, ou sinon tu as l'histoire de mais ça, c'est Meta qui est concerné par cette histoire-là, un monsieur, de 76 ans qui avait, une discussion avec un avatar de Meta, sauf que lui, dans sa tête, c'était pas un avatar et il demandait à l'IA de lui envoyer des photos d'elle parce qu'il présumait que c'était une jeune femme et donc Ouais. elle envoyait des photos d'elle générées par l'IA et puis, écoute, ça a été tellement loin cette histoire-là que l'IA l'a invité à venir la rejoindre à Londres. Mais tu imagines? Alors il Il est y est parti allé? ben oui, il y a été. Alors il est parti de New York, il a été se rendre jusqu'à Londres, pour, finalement, ben, chercher puis il est pas trouvé. Entre-temps, il y a eu un accident lorsqu'il était à Londres Quelle et il est horreur. mort. Oh là Alors là. non, non, il y a des histoires affreuses là qui Il y a arrivent il y a avec ça. il y a plein d'histoires comme ça. Alors c'est au-delà de l'aspect fait divers, ce qui ça pose quand même une question de fond, c'est la question de la responsabilité des IA, dans ce genre de conversation. Sur l'histoire du jeune de Californie, là, Adam Rain, apparemment, ChatGPT a quand même essayé de le mettre en garde. C'est-à-dire qu'il l'a orienté vers un système d'assistance, anti-suicide et cetera. Je crois qu'il a encouragé aussi à parler autour de lui. Mais ça n'a pas suffi parce que l'autre, le jeune continuant sur sa lancée, bah, ChatGPT, on sait comment ça marche, hein, il est là pour nous faire plaisir. Après, il est re-rentré dans le jeu et puis il lui a dit, qu'il pouvait utiliser une corde, qu'il pouvait faire ci, comme ça, et cetera. Il lui a donné des conseils, hein. Ouais. Non et c'est ça et en tout cas, moi, ça fait penser peu importe là, ce qui se passe au niveau de la justice, les gens qui travaillent là-dessus doivent absolument arriver à trouver, sur certains sujets notamment, des mécaniques pour ramener systématiquement entre guillemets, «un plan d'intervention» là, dans un contexte comme celui-là. Mais c'est toute la question, mais apparemment, ils essayent déjà de le faire, mais et là, on touche peut-être les limites des LLM, on sait que c'est pas facile. Tu fais pas faire exactement ce que tu veux à un LLM dans la mesure où c'est une conversation ouverte et où l'utilisateur va pouvoir l'emmener, dans des tas de directions différentes. Alors le côté judiciaire, moi, j'ai fait un peu des recherches. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de décision de Non, justice par rapport à ça. effectivement. Donc Donc ce serait très intéressant, le jour où il y aura vraiment une décision de justice, mais il y a eu juste un premier pas, un juge, aux États-Unis qui, alors qu'il y avait une demande pour rejeter une plainte, eh bien, a refusé le rejet en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'en gros, il a dit que oui, on on va de pouvait l'avant. on pouvait entamer des poursuites contre, une plateforme d'intelligence artificielle, ce qui laisse la porte ouverte à des décisions judiciaires dans le futur. De toi à moi, Bruno, franchement, on peut se poser la question, est-ce que le problème, c'est l'IA ou c'est l'humain, dans l'histoire? Heu, c'est voilà, c'est quand même, face à des personnes, qui sont en déficit de communication, fragiles, vulnérables, pas assez matures ou autres, forcément, ils peuvent tomber sur un os, quoi. Ouais, mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire-là. Mais entre-temps, je pense que la seule chose qu'on peut dire, aux gens qui nous écoutent, c'est que si vous sentez qu'il y a des gens qui sont dans une situation de faiblesse autour de vous, ben, n'hésitez pas à intervenir, puis rappelez-leur que les IA, c'est pas le meilleur conseiller. De se Absolument. retourner vers un humain pour parler, c'est encore la meilleure façon de faire. Mais
il y a aussi l'autre côté de la chose et on en a déjà parlé ensemble, c'est le fait d'utiliser un chatbot d'IA comme un soutien psychologique et c'est quand même une piste intéressante et qui est, je crois même, ça enfin, il y a des professionnels qui se sont exprimés là-dessus pour dire que c'est pas totalement absurde, hein. Je veux dire d'avoir de se confier à une IA, après tout, pourquoi pas? Si Ouais. on Mais si pour on est quelqu'un en qui va bien, oui. Mais quand on est rendu à un stade où on a des idées suicidaires, c'est là, il y a ah ouais, comme c'est un sûr. besoin Ouais. d'intervention, hein. Et puis, il faudra voir aussi dans ces histoires-là la responsabilité des familles, hein, parce Ouais, que visiblement le jeune, il était en rupture totale de communication, bon voilà, pourquoi est-ce ouais. qu'il y Et avait ça, aucun échange ça va être au un sein de sa aspect qui va être famille? intéressant et quand j'ai suivi l'histoire par le New York Times, je me disais parce que quand tu te mets à lire les discussions, à un moment donné, il y a l'IA lui disait des choses et l'enfant retournait vers ses parents puis il disait: «Mais mes parents ont pas entendu, mes parents écoutaient pas, mes parents ont Ouais, pas vu les traces que j'avais, ça c'est ils voient terrible. pas. Alors qu'est-ce que je fais?» Et là, après, il Terrible. rembarque dans la discussion avec l'IA, Ouais, c'est triste comme bon histoire. après, Ouais. Mais tu parles bon, d'une autre Bruno, histoire. Je veux oui, t'amener ailleurs parce qu'on va allez rester dans le amène-moi. domaine, oui, du judiciaire. Ben, pas du judiciaire, mais de la justice et de l'IA. C'est Anthropic et ça, je veux absolument le mentionner parce que c'est une action collective qui a été lancée, ça date de l'an dernier Mmh. et c'était 3 auteurs qui avaient pris à partie, Anthropic en disant, «Vous avez là environ pris, vous avez formé votre IA sur, 70 millions d'œuvres. Alors nous, ce qu'on demande, c'est, une compensation et la peine était assez large. En tout cas, ce que les auteurs voulaient avoir comme compensation, et là, je vous laisse faire le calcul, 150 000 par œuvre qui avait été, utilisée Ah ouais, d'accord. illégalement. Alors fais le calcul, 150 à 70 millions, on s'en va dans les milliards, là. Ouais. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, ben, ils ont trouvé un terrain d'entente. Alors il y a eu une entente, un accord conclu, Mmh. j'allais dire, heu, entre les parties et donc ça n'aboutira pas au verdict que le juge devra statuer sur la chose. Mais là, ce qu'on attend, parce que la décision là, est sortie mardi, on attend maintenant de savoir combien de millions, peut-être, milliards, sera donné, versé. Puis après, ça faudra voir cet argent-là va être versé à qui? À des, associations, des syndicats d'auteurs, à des auteurs directement, il faudra voir. Mais donc c'est la première fois où il y a vraiment une entente et qu'il y a un gros éditeur d'IA qui dit: «Oui, OK, on est coupable, on va payer». De toute façon, ça, on le voyait arriver gros comme une maison. Oui, oui. Il y a un énorme problème au niveau des droits d'auteur, et c'est tout à fait logique et alors, bah, il v c'est peut-être une nouvelle économie qui va se mettre en route. Je pense que c'est un peu inévitable que ça passe par le judiciaire parce qu'on pouvait pas forcément prévoir tout ça à l'avance. On a dj on a des enfin, certains disent que oui, voilà, OpenAI, par exemple, qui a aspiré des tas de choses, aussi bien du texte, des livres que des images, hein, on se souvient de l'histoire des comment ça s'appelle? Des starter packs, Mmh. et cetera, ou ou enfin, ce qui permet de reproduire des images à la manière d'eux. Heu, moi, je pense que heureusement qu'ils l'ont fait. Mais maintenant, il faut passer à la caisse, il va falloir payer. Ouais. Mais encore là, ça dépend de où on habite sur la planète et moi, j'étais surpris parce que, bon, évidemment, il y a eu une entente en cours, alors on ne verra pas l'aboutissement de façon, légale et judiciaire, mais faut je te rappelle que, au mois de juillet passé, il y a quand même le président des États-Unis, le personnage qu'il est, qui a dit publiquement que, ben, écoutez, pour entraîner les intelligences artificielles, il faut aller chercher de la connaissance à quelque part et Mmh. si on a emprunté des livres, ben, c'est pour le bien des Ouais, Américains, de la planète. Alors, il faudrait pas non plus, les poursuivre et quand moi je prends un livre pour lire, et apprendre des choses, ça doit faire longtemps qu'il le fait, hem, et et là! non, Prends non, ça au mais passage, Trump. OK, bon. Mais et donc, Non, pas alors, je disais que doit faire longtemps qu'il l'a fait et dis-moi, ouais. quand je consulte un livre, je paie pas pour le Oui, contenu qui est à l'intérieur.
Ouais, mais c'est après t'en tires un business qui te rapporte des millions de dollars. Ah oui, non, non, je Ah, suis d'accord, mais c'est juste que là, on est dans un contexte où même le président du pays dit: «Ben, finalement, le droit d'auteur, hein, c'est pas si important que ça». non, Alors alors moi je crois pas que s'il dit le droit d'auteur, c'est pas important. D'abord, aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le fair use oui, qui il existe autorise. nulle part, ouais. Voilà, qui autorise, dans une certaine limite, dans des limites raisonnables, la, réutilisation ou en tout cas, voilà, le Le fait contenu. d'aspirer des contenus. Heu, mais sur ce coup, je pense qu'il a raison. Je suis désolé, je pense qu'il a raison. Parce que sinon les moteurs d'IA n'en seraient pas où ils sont aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que, ils ne doivent pas payer leur quote-part et que les créateurs ne doivent pas s'y retrouver. Il va falloir trouver un mécanisme pour dédommager les créateurs à un moment ou à un autre. Ben, tu dis ça, il y a Perplexity qui a annoncé cette semaine le fait que par le biais de son furteur Comet et il y a aussi un abonnement là, qui vient, tu peux t'abonner pour 5 $ par mois et tu as Comet Plus. Ben, les revenus que Perplexity allait engranger, ça ne devrait pas être une fortune parce qu'il n'y a pas grand monde qui va utiliser ça, mais le peu d'argent qu'ils vont avoir, ils vont en remettre 80% aux Mmh. éditeurs de sites qui ont été consultés par les utilisateurs de Comet. Alors là, il y a un geste intéressant. Évidemment, moi, quand j'ai j'ai vu ça, je me suis dit: «Et si Google faisait la même chose?» T'imagines, toi, le renversement économique de la situation? Mais Ouais, enfin, c'est bon. sûr. Dis-moi, 3e, sujet intéressant de la semaine, Bruno, il est plus technique, c'est Claude, autre, chatbot d'intelligence artificielle qui, arrive sur nos navigateurs, en l'occurrence, qui rentre dans Chrome, si on peut dire. Et C'est-à-dire que ouais. l'IA et les furteurs, comme vous dites au Québec, ça commence à être une affaire, une vraie histoire d'amour, hein? Ben oui, parce que, bon, je mentionnais, Perplexity avec son Comet. Il y a, ChatGPT qui, commence à aller, dans le coin et il y a vraiment, Brave qui offre, une version, intelligente de son logiciel de navigation, de son furteur et là, ce qu'on est en train de voir, j'avoue que c'est probablement la technique du cheval de Troie, c'est très Mmh mh. habile, Mmh. c'est que plutôt de créer un furteur et de l'offrir aux gens, mais donc de les obliger à télécharger un truc, un nouveau truc, puis de commencer à déplacer toutes ses habitudes pour faire ça. Dit non, non, non. Non. Alors, les gens d'Anthropic ont dit, on va installer une extension Claude. On va permettre à des gens d'utiliser une extension Claude à même le Chrome de Google. Et ça, je trouve ça Ouais, ouais. génial. Mais là, pour le moment, garochez-vous pas pour aller télécharger ça. Il est simplement disponible pour environ quelque chose comme 200 000 bêta-testeurs pour le début. Et de ça, les gens, qui travaillent sur Claude vont apprendre, et ils vont bonifier l'expérience de l'extension, mais je trouve ça quand même assez intelligent de leur part. Alors, Bien ils ont sûr. plus de chances de voir des gens l'utiliser comme ça que, de faire un 100e furteur et puis, de demander aux gens Ouais, ouais. de télécharger. Et alors, il faut qu'on explique en 2 mots, à quoi ça sert tout ça. Bah, c'est en fait, c'est l'IA agentique, c'est-à-dire, le fait de pouvoir, donner la main, à un chatbot pour qu'il fasse des choses pour nous. C'est-à-dire si on lui demande de réserver une place de spectacle, une table au restaurant, un billet d'avion et cetera ou toute autre chose, il faut qu'il puisse, faire ce que nous on ferait sur un navigateur classique comme le ferait un humain. Là, c'est, le chatbot qui va le faire, qui prend la main et donc, ça revient un peu à déléguer, un certain nombre de tâches, à l'intelligence artificielle. Alors avec toujours les process et les étapes d'autorisation. C'est-à-dire que, par exemple, ce que fait ChatGPT, à chaque fois, il s'arrête et il te demande, déjà, il faut qu'il ait tes identifiants mots de passe. Ensuite, il te dit: «Tiens, là, il y a un truc à payer, est-ce que vous êtes d'accord?» et cetera. En tout cas, pour l'instant, ça, c'est les étapes actuelles. Mais voilà, le but du jeu, c'est ça. C'est, on va de plus en plus vers de l'IA agentique et finalement, le navigateur vraiment devient est déjà la porte d'entrée, sur le web et l'IA vient se greffer là-dedans, quoi. Ouais, puis c'est intéressant et puis, tu vois, tout simplement d'être capable d'aller cliquer plutôt que l'utilisateur pour aller chercher de l'information, Ouais, ouais. ben, ça Bah, oui. simplifie les choses. Bah, parce que tu as 2 solutions, soit ça passe par des API, Ouais. hein, mais c'est beaucoup plus compliqué à développer, Oh, puis c'est pas tout le monde qui va avoir ça. voilà, tous les sites web, de la terre n'ont pas des API à fournir à tous les chatbots d'IA. Soit c'est le chatbot qui se fait passer pour un humain et qui se comporte exactement comme un humain et qui va cliquer là où il faut, et cetera. Ouais, puis qui est même capable maintenant de passer à travers les captchas, ce que je trouve assez intéressant, là. Oui, c'est rigolo Ouais. et rappelle-toi, c'était la philosophie de ce truc qui avait été dévoilé au CES de Las Vegas, mais qui a fait long feu. Le petit device là, le comment je me souviens plus comment il s'appelait.
Le Rabbit, Ouais. exactement. Et moi, c'est ce qui m'avait fait tilter dans le discours de présentation. C'était la philosophie du truc qui était derrière, au-delà de l'appareil, bon, qui a pas marché, tout ça, machin. Mais c'était l'idée d'une IA conversationnelle et agentique qui serait capable de faire ce que fait un humain et donc Mais d'aller sur n'importe quel site web. imagine-toi la technologie du Rabbit qui aurait été offerte en extension et que tu aurais pu accrocher sur ton Chrome ou Ouais, ouais. Edge C'est ou ça qu'il fallait faire. Opera. C'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Mais bon, eux, ils ont dit: «On fait un bidule, on se libère de l'ordinateur» et Ouais, puis ça ouais. n'a pas fonctionné. Voilà. Eh ben, Dommage. écoute. Bon. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben, écoute, c'est très gentil de me poser la question. Je te mentionnerai que je parle de télésanté avec un représentant de chez TELUS. Alors évidemment avec, avec l'intelligence artificielle, avec des réseaux connectés, avec on rajoute le satellite, les câbles sous-marins. Maintenant, il n'y a plus de limite, Oh il n'y a là plus de là! distance. Alors on parle de Incroyable. ça, la télésanté. Et puis, il y a aussi un nouveau studio de jeux vidéo qui ouvre à Ah ouais? Montréal. Un autre Encore? oui, ben non, mais dans le fond, c'est un studio qui est renommé. Alors on va aller reprendre des nouvelles de ces gens-là parce que ça travaille toujours fort. Et puis, on va parler de c'est une réflexion, quand l'IA réécrit le monde et ça, c'est, mon ami, Stéphane Ricoul qui nous propose ce billet-là et puis sinon, ben, on va parler d'actualité. J'ai 1 ou 2 sujets là qui sont en train de se décider puis là, je me dis: «Est-ce que je passe ça cette semaine? Est-ce que je le passe la semaine prochaine?» Il faudra venir écouter pour savoir finalement le sommaire final. Eh ben, tout cela est très alléchant, cher ami. Bon, allez, Bruno, je te propose que on passe à la suite pour nos auditeurs et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ben, bonne suite et puis à la semaine prochaine. Bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. Un bloc-notes électronique boosté à l'intelligence artificielle. C'est une innovation française, ça s'appelle Paperslate et dans un instant, je reçois le responsable de la société à l'origine de ce nouveau produit. Mais avant cela, on va revenir sur la fameuse polémique de cet été, l'affaire, si l'on peut dire, Luc Julia. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Bonjour Luc Julia. Bonjour Jérôme. Directeur scientifique de Renault, spécialiste de l'intelligence artificielle. On se retrouve comme chaque mois dans Monde Numérique pour parler d'IA. Mais cette fois, c'est plutôt de toi qu'on va parler. Car tu as fait l'objet d'une polémique, d'une véritable tempête sur les réseaux sociaux et aussi un peu dans les médias. Suite à ton audition en tant qu'expert au Sénat en juin 2025, des youtubeurs sont montés au créneau pour remettre en question tes compétences et ton CV, pour dire que tu ne serais pas vraiment compétent en intelligence artificielle, que tu commettrais des erreurs dans tes conférences et tes interviews, et que tu ne serais pas co-créateur de l'assistant Siri, comme on le dit souvent. Alors, on va voir tout ça en détail. Et même si on se connaît, puisque donc tu interviens régulièrement sur Monde Numérique, eh bien, je vais te poser toutes les questions. Alors d'abord, Luc Julia, es-tu vraiment co-créateur de Siri ? Oui. Donc, je dis clairement oui. Alors, c'est pour ça que je fais super attention aussi et je pense qu'il y a un problème de vocabulaire, hein. Mon vocabulaire est toujours important, que ce soit sur l'intelligence artificielle. J'ai toujours fait très attention de parler d'intelligence artificielle, de pas parler trop d'intelligence dedans. Mais quand je parle de Siri, quand je parle de co-créateur de Siri, je ne dis jamais cofondateur de Siri. Parce que j'ai justement une différence et la différence, bon, elle a peut-être été incomprise, donc on va l'expliquer ici, elle est assez simple, hein. Siri est basé sur quelque chose qui s'appelle The Assistant, qu'on a créé en 1997-1998 avec Adam Shire, et on avait déposé les premiers brevets au début des années 2000, qui ont été, le temps de ce que les brevets soient publiés. Le premier brevet a été publié en janvier 2003, d'accord ? Mais bon, ils ont été travaillés depuis les années 97-98. Donc on a créé cet assistant, qui était donc qu'on appelait The Assistant à l'époque. Et The Assistant, on a toujours dit après que c'était ce que moi j'appelle le grand-père de Siri. D'accord ? Donc c'est parce que c'était un peu un vieux monsieur, en fait, à ce moment-là, et c'était ça. Donc, The Assistant, c'est vraiment la création, c'est le début de l'aventure Siri. D'accord ? C'était fait au SRI, Stanford Research Institute, et c'est le SRI qui, 10 ans plus tard, en 2007, a
créé une boîte cette fois-ci, donc a fondé une boîte, avec Adam Chaya aussi d'ailleurs, qui était dans cette boîte-là, et d'autres fondateurs. Et là, eux, ils sont cofondateurs de la boîte Siri. Et Mmh. moi, non, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus à SRI. Je faisais mes propres startups qui faisaient autre chose, d'accord? Et donc, je n'ai pas fondé la boîte La Siri, société Siri, qui a été rachetée par Apple. qui a été rachetée par Apple donc en 2010. Et au Ouais. moment du rachat d'Apple en 2010, Adam Chaya me demande de venir diriger avec lui Siri chez Apple. Voilà. Ouais. Et donc ça, À c'était en 2011 que Voilà, ça s'est 2011, mais c'était après le lancement de Siri, c'est ça, voilà, parce qu'il y a un pataquès sur les dates. ouais, alors il y a un Hein. pataquès sur la date. Si on regarde mon CV, il est clair, il dit que j'ai commencé chez Apple en novembre 2011. Ouais, Le départ de Siri, c'était octobre 2011. Mais là, il faut comprendre, les gars, ce qui se passe vraiment dans ces milieux-là. Quand tu es dans des postes qui sont des postes, on va dire, de responsabilité, d'accord? Tu passes pas du jour au lendemain d'un truc à l'autre, d'accord? ouais, ça se fait pas en 48 heures, quoi. Bah, ça se fait pas en 48 heures et donc là, ça s'est fait en plusieurs mois. La négociation pour que je sorte d'HP et le temps que je rentre chez Apple, eh ben, ça prend du temps. Mais ça n'empêche pas que pendant toute cette période-là et même avant, donc avant la fondation de Siri dans les années entre les années 2000 et les années 2007 et 2007 jusqu'en 2010, avec Adam, on a toujours été voisins. On est des voisins. J'ai Mmh. acheté une maison à Auckland. 2 mois plus tard, il achète une maison à Auckland. On est amis. C'est comme ça fait 35 ans qu'on est amis, d'accord? Et Ouais. donc on se parle tous les jours, on se parle. À l'époque, on se parlait tout le temps. Donc évidemment, je ne fais pas partie de la boîte, je ne fais pas partie de l'acquisition, mais je sais ce qui se passe. On est là, enfin je tous les jours, je sais ce qui se passe, d'accord? Ouais. Et donc 2 ou 3 des fondateurs, des vrais fondateurs, il y en a 4, hein, des fondateurs de la boîte, 3 se sont retrouvés dans, Siri, dans le Siri d'Apple, Mmh. d'accord? Donc Ouais. ils étaient sous moi parce que j'étais le directeur du truc. Ouais. Alors, cet été, bah, ils se sont exprimés sur LinkedIn notamment, les 3 fondateurs de la société Siri, pour dire que tu n'étais pas en lien direct, mais après, en fait, Adam Shire, lui, a pris la parole pour, finalement corroborer totalement ta version. Luc, on a parlé de Siri. À propos de l'intelligence artificielle, justement, est-ce que tu fais ça depuis 1992, mais c'est vieux, Ouais, 1992. Est-ce ouais, que tu es à jour sur les LLM? ouais. Alors je suis super à jour sur LLM et tous les jours, je fais mes revues de presse, tu peux les appeler comme tu veux, de machin et tout ça. Ici dans la Silicon Valley où je suis, hein, où je suis beaucoup, on me critique aussi pour ça, j'ai entendu, c'est marrant. Mais bref, et oui, je suis les trucs et ce qu'on a fait, alors je j'aime pas trop parler de Renault, je parle jamais de Renault en fait, en général, mais ce qu'on a fait pour Renault, par exemple, dans la Renault 5 là, qui est sortie au mois de décembre 2024, d'accord? On est les premiers en Europe au moins et certainement dans le monde aussi, peut-être qu'il y a des Chinois qui l'ont fait, à avoir mis un LLM dans la voiture et qui est un petit avatar, en fait, qui est basé sur un LLM et qui permet de faire les trucs. Qui est-ce qui a eu l'idée de ça? Bon, enfin bref, Mmh. il faut juste j'aimerais tellement qu'on parle à mes équipes. Bon toi, tu peux, tu leur as parlé, tu as parlé à Ouais, des gens, ouais, ouais, je mais je mais je je d'autres, confirme. J'ai j'aimerais été qu'ils interrogé d'ailleurs, cet été pour avoir un peu des retours et voilà. et si tu Et veux je suis rassuré. et je les ai pas, si tu veux, les gens, je les torture pas. Je les oblige pas à dire Mmh. ce qu'ils veulent dire. Mais je je suis sûr que Non, sur non, les dizaines de personnes qui travaillent avec moi, il n'y en a pas une qui dira le contraire de ça. Et Adam Chaya, donc qui est mon pote machin, et donc depuis très longtemps, une des caractéristiques qu'il me donne lui, qui me connaît donc par cœur, c'est cette mentalité de bulldog sur la Mmh. technologie. Je lâche absolument rien là-dessus. Je comprends pas tout, je suis pas un génie du truc, je vais pas dire ça, mais j'essaye et je fais des trucs et aujourd'hui, à mon âge respectable, et comme tu dis, depuis 92, donc je fais de l'IA. Aujourd'hui, je programme. Je fais toujours des trucs, d'accord? Parce que je suis un passionné du machin. Je suis un hacker dans l'âme et c'est comme ça et j'y peux rien, d'accord? Mais j'adore ça et donc me critiquer sur mes compétences informatiques, mathématiques, IA, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est là où je prends la phrase de Chirac, quoi.
Est-ce que, alors tu es un bulldog et tu es aussi une grande gueule, en fait, avec un franc-parler, là encore, moi je te connais aussi en privé, donc je peux dire que tu es en privé comme à la caméra. Tu hésites pas à dire, lui c'est un con ou bien, des choses comme ça. Ou c'est toujours, je trouve, un peu teinté d'humour, mais c'est peut-être un humour qui passe pas partout et pas auprès de tout le monde. Et moi je vois dans les résultats, dans les commentaires, les réactions notamment la fameuse vidéo, il y a beaucoup de gens qui te trouvent arrogant. Ouais. Est-ce que, comment tu analyses ça? Bon, je comprends. Ouais. Je comprends, parce qu'effectivement, je suis tranché, hein, comme, je suis hyper tranché. Toi, tu fais partie des gens qui relativisent l'impact de l'intelligence artificielle. Tu as toujours dit que c'était un outil comme un marteau, et cetera. Et d'autres, au contraire, veulent alerter, notamment alerter les pouvoirs publics sur les risques de l'IA. Il y a 2 camps, hein. Il y a ceux qui paniquent et il y a ceux qui disent: «Il y a pas de raison de paniquer». Toi, tu es dans le camp de ceux qui disent: «Il y a pas de raison de paniquer». Mais le camp adverse, est-ce que c'est pas un peu celui-là qui t'est tombé dessus aussi? Bon, c'est possible, je pense qu'il y a un des gars là qui est pas, youtubeur, mais il y a un autre gars qui est Ouais. très virulent, Ouais, il y qui a a une essayé. association qui s'appelle Posia, voilà, pour, Ouais, je sais pas trop en fait les ouais. trucs. Bon, encore une fois, j'ai pas assez regardé pour me positionner là-dessus, mais évidemment qu'il y a des camps différents, évidemment qu'il y a des gens qui pensent différemment. Heu, Quand tu dis bon, moi je suis dans le camp plutôt qui modère les trucs, qui explique que c'est un outil et tout ça, et que j'explique que des dangers, il y en a. J'ai jamais dit le contraire, hein, j'ai jamais dit que c'était pas dangereux. J'ai dit simplement que c'est pas l'IA elle-même qui est dangereuse. J'ai dit que c'est nous qui sommes dangereux. C'est nous qui décidons comment on l'utilise. L'IA toute seule, elle fait rien sans nous. Donc ce que j'essaie d'expliquer simplement, c'est qu'il faut relativiser, quand on va dire que, c'est pas Terminator, si tu veux. L'IA va pas se mettre à faire des trucs tout seul. Et ce qui m'embête dans les réflexions de Hinton, par exemple, et c'est là où je dis et je répète et je vais répéter aujourd'hui qu'il a pété une durite, c'est-à-dire que le jour où Hinton dit: «L'IA a une conscience», bah ouais, là j'ai un problème. Mmh. Là, j'ai un gros problème Ouais. parce Et que le mec ça c'est une ligne clairement mais entre c'est une ceux ligne, qui mais vont. c'est une ligne de débile mental. Je veux dire, l'IA est a une conscience, ça veut strictement rien dire. Je veux dire, je veux dire, la cons d'abord, définissons la conscience. Bon, Mmh. tu as 3 heures, d'accord? Ça va être un peu compliqué, mais bon bref. Mais je veux dire, il faut faire super attention à ce qu'on donne comme capacité à ces Mmh. outils. On donne la capacité aux outils, la capacité qu'on veut bien leur donner. Est-ce que tu es toujours persuadé que la voiture autonome n'existera pas? Ah, j'en suis absolument certain et j'ai la preuve maintenant, en fait, Et et la je sais. Tesla qui traverse la place de la Concorde alors? Pas Ouais, de la bah, Concorde, de l'Étoile? de l'étoile, ouais. Mais très bien, bravo. C'est bien, ils ont bien bossé, maintenant tu l'amènes cette Tesla-là, tu l'amènes à Bangalore. Tu vas voir comment ça va se passer. Tu l'amènes à Milan. Tu vas voir comment ça va se passer. Tu vois? Donc non, j'ai zéro problème. Tu vois? Bon, je vois bien les ici à San Francisco, on a beh, maintenant à Palo Alto, on a aussi les Waymo qui roulent toutes seules, Mmh, mais mmh mh. c'est assumé de la part de Waymo que c'est du niveau 4, c'est pas du niveau 5 et tout le monde sait que niveau 4, ça va être super, ça va faire des trucs très, très bien, des trucs limités dans des conditions limitées, dans plein de raisons et il y a des raisons pour lesquelles on limite. Parce que le problème de l'univers, le problème, le grand problème, c'est le problème de l'infinité. Et le problème de l'infinité, c'est qu'il y a toujours un cas quelque part qui se présentera et qui sera pas solvable par ces machines. Et donc alors que nous, humains, peut-être qu'on les résoudra pas bien, mais on le résoudra. Ouais. On trouvera une solution parce qu'on n'a pas le choix. Merci beaucoup Luc Julia, je te souhaite, plein de bonnes choses. Merci Jérôme, merci beaucoup pour cette opportunité de s'expliquer un peu. Merci. Et ne ratez pas la semaine prochaine la version intégrale de cette interview de Luc Julia sur le podcast Monde Numérique. Bonjour Ruben Dahan. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de la société Paperslate, qui est donc une entreprise française qui a relevé le défi de fabriquer une tablette. Alors, c'est pas une tablette, c'est un bloc-notes numérique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce nouveau produit, ce premier produit que vous avez lancé il y a seulement quelques mois maintenant? Alors, tout à fait. Donc, l'objectif de cet outil, c'est d'augmenter la productivité des professionnels. C'est vraiment notre objectif numéro un et l'usage et les fonctionnalités de ce produit s'appuient sur 3 points: la prise de notes, l'annotation de documents et le partage de ces données dans un environnement de travail très simple qui s'appuie sur
le Google Play Store. Vous pouvez utiliser toutes vos applications et retrouver votre environnement de travail. On a rajouté une petite fonctionnalité qui est un peu la fonctionnalité de Paperslate en ce moment. C'est la retranscription par intelligence artificielle. On a eu de très bons retours justement de nos utilisateurs sur cette fonctionnalité. Et Et ça qu'est-ce que permet ça aux gens... permet ça exactement alors? Alors, en fait, ça permet d'abord de retranscrire du texte. Donc, ça relève, en fait, aussi, ça, si vous voulez, ça remplace déjà les OCR qui existaient déjà à l'époque, donc de retranscription par logiciel de texte basique. Mais en Mmh. plus de retranscrire du texte, ça permet de retranscrire des formules, donc des formules mathématiques assez complexes, de retranscrire des schémas, ce qui Ah peut ouais, être... donc je vais écrire des formules de maths à la main C'est et ça. l'appareil va les comprendre. C'est ça, donc j'ai envie de dire que c'est un peu l'outil de rêve aujourd'hui, que ce soit pour les professeurs, les étudiants ou même les chercheurs. Et on aurait tous un peu rêvé avoir cet outil si on avait su qu'il existait. Quand on était étudiant, ça voulait dire? C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc je peux prendre des notes à main levée, hein, c'est ça? Du C'est ça. texte, vous l'avez dit, des formules de maths, des schémas, des organigrammes, des trucs comme ça. Ensuite, l'IA va les transformer ou pas en quelque chose d'un peu plus propre, que je pourrais partager, montrer à d'autres, des collaborateurs et cetera. Mais du coup, ça s'adresse à qui? Quelle est la cible que vous visez? Alors aujourd'hui, on s'adresse un peu aux prosumers, donc ça va être tout ce qui va être freelance, les gens, les auto-entrepreneurs, les gens qui travaillent à leur compte, que ce soit, Alors prosumer, c'est quoi? C'est c'est entre professionnels et grand c'est public, ça. quoi? Donc c'est toute la difficulté aussi de ce segment, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les professionnels, d'abord en priorité, tous ceux qui vont être plus ou moins des auto-entrepreneurs. Donc que ce soit aussi des avocats, des notaires, des gens qui travaillent dans le marketing, on s'adresse à toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent utiliser ce produit à leur usage personnel et aussi professionnel. Mmh. Surtout Les gens qui professionnel, aiment bien bien évidemment. encore prendre des notes, à la main, parce qu'il y a aussi, des gens qui ont complètement abandonné le stylo et qui se contentent maintenant du Il y a smartphone ou de l'ordinateur. il y a des gens qui ont abandonné le stylo, mais pour être honnête, j'ai beaucoup échangé justement avec des professionnels à ce sujet-là et il y a beaucoup de professionnels, dont les notaires, donc j'avais échangé avec pas mal de notaires à ce sujet. Ils disent: «En fait, on peut pas se permettre aussi de venir à certains rendez-vous avec des ordinateurs». C'est-à-dire qu'on peut pas aussi des fois Ah ouais? mettre cet écran-là entre la le professionnel et le client et Mmh. c'est aussi quelque chose qui est important de soulever. C'est pas seulement l'amour du papier, c'est aussi quelque chose de plus classe, de plus élégant, et de plus aussi Mmh. efficient parce qu'aujourd'hui, un outil comme celui-là, permet d'augmenter réellement la productivité par rapport à de la à quelque chose qui va être tapé à la main sur ordinateur, un document qui Ouais et va être puis tapé pour faire à la des main. schémas ou des formules mathématiques, effectivement, sur ordinateur, c'est pas possible. Enfin, Alors c'est d'abord, si, c'est pas... c'est une tannée un peu. Alors, c'est difficile effectivement. Par contre, il y a aussi un autre élément, au niveau de la productivité. Quand on prend des notes, ça a été prouvé, il y a des études, à ce sujet. En fait, on est beaucoup plus productif. Ça nous permet aussi de mieux partager nos idées sur le papier, de mieux les étaler et en fait, si vous voulez, les gens, ils ont abandonné ce travail-là. Ils l'ont abandonné, ils se disent maintenant: «C'est pas grave, ça passe au numérique, je perds ce petit écart de productivité pour pouvoir m'adapter», si vous voulez, aux us et coutumes, d'aujourd'hui. Mais nous, Mmh. ce qui se passe, c'est qu'on dit: «Écoutez, vous n'avez pas besoin de faire ça aujourd'hui. Nous, on s'occupe de faire passer ce format manuscrit au format numérique. Vous, vous pouvez continuer justement d'utiliser votre produit, de prendre des notes. Vous pouvez continuer de garder ce côté authentique et de maximiser votre productivité. Le reste, c'est notre travail». Mmh. Aujourd'hui, c'est pas seulement l'amour du papier. Effectivement, il y a une sensation papier qu'on retrouve nulle part ailleurs, ça, c'est une évidence. Mais ce produit, c'est pas que l'amour du papier, c'est plus. C'est un outil de productivité qui est Ouais. pour moi aujourd'hui essentiel, et aussi pour certaines entreprises avec lesquelles on travaille qui est essentiel aujourd'hui. C'est un outil hybride, on le reconnaît. Il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase de découverte de ce type de produit, mais Ouais. c'est une Alors c'est pas évidence. très compliqué, hein, parce que le voilà, l'interface est hyper simple, il y a très peu de boutons, tout se fait au stylo, enfin au stylet, il y a une gomme sur le stylet, ça j'ai bien aimé, Alors il y a une c'est petite gomme sur le pratique. stylet, il y a aussi Pas une fausse gomme, une gomme virtuelle, c'est-à-dire qu'on retourne le stylet et ça permet c'est d'effacer, ça. quoi. Alors on a même mis un petit système d'appui pour qu'il faut appuyer comme sur une gomme et que ça donne cet effet-là de gommer, donc on a voulu aussi essayer de le retrouver. On a mis un petit bouton configurable, donc ce stylet, il est passif, donc c'est une technologie qui permet justement de ne pas recharger le stylet, mais ce qui veut dire que donc le bouton configurable, il va être configurable depuis la tablette. Donc aujourd'hui, en appuyant sur le bouton, on peut créer des zones d'effacement surlignées et on le choisit depuis la tablette. Donc si vous voulez, la difficulté de ce produit qui s'adresse à beaucoup de professionnels, c'est d'essayer aussi de correspondre
à toutes les demandes des professionnels. Mmh. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un produit simple qui s'adresse à tout le monde avec des configurations possibles pour chacun. Ouais. Ruben, alors il n'y en a pas beaucoup des produits comme ça sur le marché, hein. Vous avez quelques concurrents, on peut les citer, il y a Remarkable, il y a la Kindle Scribe, et cetera. Mais au fond, est-ce que c'est pas parce qu'il y a aussi la concurrence des tablettes, des iPads, des choses comme ça? Bah, moi, de toute façon, on n'est pas un iPad. On cherche pas à réinventer l'iPad, on ne veut pas le remplacer. Aujourd'hui, la grande différence qu'on a avec l'iPad, c'est très simple. Eux, c'est des écrans LCD. Aujourd'hui, notre produit, il est destiné aux professionnels. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on travaille sur un écran d'iPad pendant plus de 8 heures, à la fin de la journée, on est fatigué. Nous, l'objectif, quand on s'adresse en particulier à des professionnels, c'est aussi de pouvoir participer à leur bien-être. Réduire la fatigue oculaire, c'est quelque chose d'essentiel. On n'est aussi pas sur la même gamme de prix. Donc, on se différencie par le prix, mais aussi par l'usage du produit. On est sur un Ouais, on produit est sur totalement alors hybride. voilà, il y a 2 versions, hein. Il y en a une à 350 € environ et l'autre à 430 € environ, hein. C'est ça. Donc, on est sur un prix d'appel qui est assez agressif. Mmh. Sur le premier, on est le produit donc sur le modèle standard, on va être le produit le moins cher du marché. Donc, on a 350 € avec le stylet inclus. Après, il y a la possibilité de pouvoir acheter justement une couverture aimantée en plus pour essayer de garder ce côté élégant d'un livre et d'un bloc-notes fermé, j'ai envie de dire. On a un socle aimanté qui permet justement de garder un certain maintien du produit. Donc, Mmh. on l'a justement en version brun, mais aussi en version grise. Donc, on a un peu pour tous les goûts. Mais aujourd'hui, on reste effectivement sur un prix d'appel à 350 €. Alors, c'est vrai que ce type de produit a ses adeptes, en fait. On a l'impression qu'il y a vraiment il y a des fans qui le lâchent pas. Moi, j'en croise, assez régulièrement. Malgré tout, malgré ces qualités de la technologie e-ink, il y a quand même quelques faiblesses, hein, mais qui sont pas propres à votre produit, mais qui sont inhérentes à la techno. C'est assez lent, le temps de réaction est assez lent. Est-ce que ça, c'est pas un frein, quand même, par rapport à une tablette classique? Bah, en fait, ça peut paraître être comme un frein, mais ça dépend de l'usage que vous en faites. Aujourd'hui, les gens, quand ils reçoivent un produit, tout le monde veut penser que le nouveau produit qu'on va recevoir va remplacer tous les autres et c'est le seul qu'on va utiliser. C'est faux, Mmh. ça a jamais été le cas. Aujourd'hui, pendant qu'on parle, vous avez un casque, un ordinateur, un téléphone, un micro. Le micro, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a 1 milliard d'outils et aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est pas de remplacer tous les outils, c'est d'avoir un usage bien spécifique qui permet de maximiser la productivité de nos utilisateurs. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce produit, il est pas fait pour remplacer la fluidité d'un ordinateur, d'une télé qui permet de regarder des vidéos. Il est fait pour un usage professionnel. Et sur de la prise de notes, de la notation de documents, il n'y a pas plus fluide comme technologie. Et sur les actions qui doivent être faites, c'est pour ça qu'on a rajouté des raccourcis, c'est pour ça qu'on a rajouté des synchronisations, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui utilise notre produit, il peut simplement synchroniser ses documents, les annoter, et au niveau de la fluidité, il n'y aura aucun problème. Par contre, effectivement, s'il veut regarder des vidéos YouTube, c'est pas notre produit qu'il doit utiliser. Mais c'est aussi peut-être un avantage, parce que c'est aussi un élément qui permet justement de ne pas avoir de distraction sur cet appareil. Et je pense que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on a des distractions un peu partout. Les gens commencent même des fois à acheter des téléphones qui datent d'il y a plus de 20 ans parce qu'ils ont peur d'utiliser leur téléphone, leur nouvel iPhone avec toutes ses fonctionnalités. Et nous, l'objectif, c'est aussi d'offrir un produit sans distraction qui permet de retrouver cette productivité et de pouvoir travailler simplement et efficacement. Bien voilà, on sait tout sur, ce Paper Slate qui a aussi, je viens de le découvrir en vous écoutant, une calculatrice intégrée. Bah, ça peut toujours servir, hein. Merci beaucoup Ruben Dahan, cofondateur de la société Paper Slate. Ainsi se termine ce nouvel épisode de l'Hebdo de Monde Numérique. L'Hebdo, c'est chaque samedi, votre magazine d'ActuTech, le meilleur de la tech avec des news, du talk, du débrief, des interviews également. C'est ça qui fait la différence et que vous ne retrouverez pas dans les autres podcasts tech. Alors si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis une petite note avec des petites étoiles lorsque c'est possible sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. ou YouTube bien entendu. YouTube Music, car il y a de plus en plus d'auditeurs de ce podcast sur YouTube Music. Vous savez, YouTube Music, c'est l'appli qui permet d'écouter uniquement des contenus audio. Mais vous retrouverez également ce podcast sur le YouTube classique. Bon, il n'y a pas d'image, mais c'est comme ça.
On se retrouve la semaine prochaine. Avant cela, ne ratez pas le grand débrief de Monde Numérique avec François Sorel et Bruno Guglielminetti. On revient encore très longuement sur cette affaire Luc Julia. Et puis après, on n'en parlera plus. Mais d'ailleurs, on s'explique et on explique pourquoi on n'en parlera plus. Mais on décortique tout et on vous donne notre point de vue. Là, vous avez pu entendre dans cette émission l'avis de Luc Julia. Eh bien, ne ratez pas notre vision à nous, journalistes, on a été mis en accusation en fait aussi un peu indirectement dans cette histoire-là. Donc c'est le grand débrief du 31 août 2025 sur le fil du podcast Monde Numérique, ici même quoi. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Portez-vous bien. Salut.